Une femme humble est expulsée du restaurant. Peu après, la voiture de luxe de son mari millionnaire arrive. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Hélène ajusta le collier de perles en bois à son cou, tout en observant son reflet dans le miroir des petites toilettes du centre communautaire Nouveau Matin. Les perles sombres, polies par le temps et l'usage constant, contrastaient avec sa peau claire. Ce collier était plus qu'un simple ornement, c'était un héritage de sa grand-mère Théodora, une femme qui avait affronté le monde avec la force d'un chêne et la délicatesse d'une violette. Le bruit des jeunes arrivant pour une nouvelle journée d'activité envahit ses pensées. Hélène sourit, arrangeant ses cheveux châtains en un chignon improvisé. Il n'y avait pas de temps pour le maquillage ou une mise en beauté élaborée, et sincèrement, il n'y en avait jamais eu. Sa beauté résidait dans la simplicité, dans les marques d'expression qui racontaient des histoires de sourires et de préoccupations, dans le regard déterminé qu'elle avait hérité de Théodora. Madame Hélène, le groupe du cours de boulangerie, est déjà arrivé, cria Mathilde, son assistante la plus dévouée, de l'autre côté de la porte. J'arrive, répondit-elle, jetant un dernier coup d'œil au miroir. Son jean délavé et son t-shirt basique en coton étaient confortables et pratiques, parfaits pour une journée de travail intense au centre communautaire qu'elle coordonnait depuis 15 ans. En sortant des toilettes, Hélène fut accueillie par l'étreinte chaleureuse de Julie, une des adolescentes du projet. La jeune fille de 16 ans avait les yeux brillants et un sourire contagieux. « Madame Hélène, j'ai réussi. J'ai été acceptée comme aide cuisinière au restaurant du Père Jacques. » Le cœur d'Hélène se remplit de joie. Julie était une preuve vivante de plus que le travail au centre communautaire valait chaque seconde de dévouement. La jeune fille, qui il y a 6 mois pouvait à peine faire un simple gâteau, était maintenant sur le point de commencer sa carrière professionnelle. « Je suis si fière de toi, Julie. Tu mérites chacune de tes réussites, » dit Hélène l'étreignant à nouveau. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Richard, son mari. « J'ai confirmé notre réservation pour ce soir. Je passe te prendre à 20h au centre communautaire. Je t'aime. » Hélène sourit. Après 15 ans de mariage, Richard tenait toujours à la surprendre avec des dîners spéciaux. Elle rangea son téléphone, essayant de ne pas trop penser au restaurant chic où ils iraient. De tels endroits la mettaient toujours mal à l'aise. La matinée passa en un éclair entre les cours de cuisine, les réunions avec les bénévoles et les rendez-vous avec les jeunes du projet. Hélène coordonnait chaque activité avec la précision d'un chef d'orchestre, mais sans perdre l'humanité qui était sa marque de fabrique. Pendant le déjeuner partagé avec l'équipe dans la petite cuisine du centre, Mathilde ne cessait de parler du nouveau projet qu'il développait, un programme de formation au service d'accueil pour les jeunes en situation de vulnérabilité. « Hélène, ne penses-tu pas que nous devrions chercher des partenariats avec des restaurants plus sophistiqués ? Ce serait une opportunité incroyable pour nos élèves, » suggéra Mathilde, tout en remuant distraitement sa soupe. Hélène réfléchit. Quelques instants, jouant avec les perles de son collier entre ses doigts, une habitude qu'elle avait quand elle devait réfléchir. Peut-être, mais nous devons trouver des établissements qui croient vraiment au potentiel de ces jeunes, pas seulement ceux qui veulent utiliser notre projet comme marketing social. L'après-midi, en organisant quelques rapports dans son petit bureau, Hélène trouva une vieille photo. Elle et Richard, beaucoup plus jeunes, devant le premier espace du centre communautaire, une minuscule salle prêtée par une église locale. Combien de temps s'était écoulé, combien de vies transformées depuis lors. Quand l'horloge marqua 18h, Hélène commença à ranger ses affaires pour partir. Elle prit sa veste usée, compagne de tant de matins froids, et dit au revoir à l'équipe. « Demain, nous commençons le nouveau module du cours de confiserie », rappela-t-elle aux jeunes qui étaient encore au centre. Ces paroles furent accueillies par des sourires enthousiastes et des signes d'adieu. En marchant sur le trottoir irrégulier du quartier, Hélène observait le mouvement de la ville. Des bus bondés, des gens pressés, le son constant des klaxons, la symphonie urbaine qu'elle connaissait si bien. Elle s'arrêta devant une vitrine et ajusta à nouveau son collier de perles. Cette soirée serait spéciale, pensa-t-elle. Elle ne savait pas encore que ce dîner changerait non seulement sa vie, mais celle de nombreuses autres personnes. Le Maison d'Or était imposant. Ça,
façade de verre réfléchissant et de marbre italien, reflétait les dernières lumières du jour, créant un spectacle doré qui justifiait son nom. Hélène respira profondément avant de monter les 3 marches qui menaient à l'entrée principale. Son reflet dans le verre poli la fit hésiter un moment. La simplicité de ses vêtements contrastait fortement avec l'environnement luxueux. Le maître d'hôtel, un homme grand à la posture impeccable et aux cheveux grisonnants soigneusement coiffés, l'accueillit avec un regard mêlant dédain et méfiance. Son nom était Charles, comme l'indiquait l'insigne doré sur son veston noir parfaitement ajusté. « Bonsoir, j'ai une réservation pour 20 heures, » dit Hélène, gardant la voix ferme malgré l'inconfort croissant. Charles consulta la tablette dans ses mains avec une lenteur délibérée. « À quel nom serait la réservation, madame ?» Le madame sortit de ses lèvres comme s'il s'agissait d'un mot amer. « Richard Martin », répondit Hélène, touchant inconsciemment le collier de sa grand-mère. Le quai. Maître d'hôtel haussa un sourcil, son regard parcourant à nouveau les vêtements simples d'Hélène. « Je regrette, mais je ne trouve aucune réservation à ce nom. De plus, nous sommes complètement réservés ce soir. » Hélène fronça les sourcils confuses. « Il doit y avoir une erreur. Mon mari a confirmé la réservation aujourd'hui même. »« Madame, » commença Charles, son ton condescendant coupant l'air comme une lame. « Peut-être confondez-vous les établissements. Nous avons une politique très stricte concernant les réservations et le code vestimentaire. Je vous suggère de chercher un restaurant plus adapté à votre profil. » Une jeune serveuse, qui se trouvait à proximité en train d'organiser des menus, observait la scène avec un malaise croissant. Son nom était Amélie, et ses yeux révélaient un mélange d'indignation et de tristesse. Hélène sentit son visage brûler, mais garda sa composition. Des années de travail avec des personnes en situation de vulnérabilité lui avaient appris la valeur de la dignité. « Je comprends. J'attendrai mon mari dehors alors. » En sortant du restaurant, Hélène s'assit sur un banc à proximité. Le ciel commençait à s'assombrir et les premières étoiles apparaissaient timidement entre les gratte-ciel. Ses mains trouvèrent à nouveau le collier de perles et la voix de sa grand-mère Théodora résonna dans sa mémoire. « Ma fille, ta dignité ne réside pas dans ce que tu portes, mais dans ce que tu portes dans ton cœur. » Elle envoya un message à Richard expliquant la situation. Quelques minutes plus tard, une Audi noire s'arrêta doucement devant le restaurant. Richard Martin, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays, descendit de la voiture avec l'élégance discrète qui le caractérisait. Grand, de stature athlétique et vêtu d'un costume italien impeccable, il repéra immédiatement Hélène. Ses yeux, normalement sereins, avaient une lueur d'indignation lorsqu'il s'approcha de sa femme. « Que s'est-il passé exactement, mon amour ?» Hélène relata l'incident avec calme, plus préoccupée par l'embarras qu'elle pourrait causer que par sa propre humiliation. Richard la serra fort dans ses bras, embrassant doucement son front. « Entrons, » dit-il, sa voix calme masquant une détermination inébranlable. Le visage du maître d'hôtel, Charles, se transforma complètement en voyant Richard Martin entrer dans le restaurant main dans la main avec Hélène. Son sourire forcé ne parvenait pas à cacher la panique qui commençait à s'installer dans ses yeux. « Monsieur Martin, quel honneur de vous recevoir. Il y a eu un terrible malentendu avec votre réservation. Permettez-moi de vous accompagner. À la meilleure table de la maison. » Richard leva la main, interrompant le discours apologétique du maître d'hôtel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les autres clients, percevant que quelque chose d'important était sur le point de se produire, arrêtèrent leur conversation pour observer la scène. Amélie, la jeune serveuse, s'approcha discrètement, son cœur battant la chamade. Elle avait été témoin de scènes similaires auparavant, mais quelque chose lui disait que cette fois-ci serait différente. Quelque chose était sur le point de changer, et elle voulait faire partie de ce changement. Le silence aux Maisons d'Or était palpable. Richard Martin, tenant toujours fermement la main d'Hélène, regardait fixement Charles, le maître d'hôtel qui, quelques minutes auparavant, avait maltraité sa femme. Sa voix, quand il parla enfin, était contrôlée mais portait le poids de 15 années à voir sa bien-aimée affronter des situations similaires. « Charles, c'est bien ça ?» commença Richard, pointant l'insigne doré sur le veston du maître d'hôtel. « Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, un jeune homme de province est arrivé dans cette ville avec un accent prononcé et des vêtements simples.
Lors des réunions importantes, les cadres riaient discrètement de sa façon de parler. Dans les fêtes, élégante, on le dirigeait vers l'entrée de service parce qu'il ne ressemblait pas à un invité. Hélène serra doucement la main de son mari, reconnaissant pour la première fois en public l'histoire qu'il avait toujours gardée pour lui. Amélie, la jeune serveuse, s'approcha encore plus, chaque mot résonnant dans sa propre expérience de vie. « Ce jeune homme, c'était moi », continua Richard. « Et savez-vous ce qui m'a sauvé ? Rencontrer des personnes qui voyaient au-delà des apparences, comme Hélène, qui coordonne l'un des plus grands centres communautaires de cette ville, transformant des vies depuis 15 ans sans se soucier du statut social. » Charles pâlit, son visage autrefois hautain, montrant maintenant un mélange de honte et de reconnaissance. D'autres employés du restaurant s'approchèrent discrètement, attirés par l'intensité du moment. « Monsieur Martin, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que... »« Quelle était ma femme ?» interrompit Richard, sa voix prenant un ton plus ferme. « Et cela fait une différence ? Le respect devrait être universel, pas un privilège réservé à ceux qui ont un nom influent ou un compte bancaire bien garni. » Hélène, qui jusqu'alors observait en silence, fit un pas en avant. Son collier de perles en bois brillait sous les lumières du restaurant, comme un symbole de résistance contre les préjugés. « Richard, » dit-elle doucement, « peut-être est-ce le moment de faire quelque chose de plus grand que simplement pointer des erreurs. » Amélie, rassemblant tout son courage, s'approcha du couple. « Excusez-moi », sa voix tremblait légèrement. « Je travaille ici depuis 2 ans et j'ai déjà été témoin de situations similaires plusieurs fois. J'ai toujours voulu faire quelque chose, mais j'avais peur de perdre mon emploi. » Le restaurant entier était en suspens. Les clients avaient cessé de manger. Les serveurs s'étaient figés avec des plateaux dans les mains. Et même les cuisiniers regardaient à travers les portes de la cuisine. « Vous savez, » continua Amélie, « je fréquente aussi le centre nouveau. Matin. J'y prends des cours d'anglais pendant mes jours de congé. Je n'aurais jamais imaginé que la coordinatrice dont tout le monde parle serait... » Elle fit un geste en direction d'Hélène. Ses paroles chargées d'admiration. Hélène sourit, reconnaissant enfin la jeune femme qu'elle voyait occasionnellement dans les couloirs du centre. « Amélie, n'est-ce pas? Tu arrives toujours tôt. Pour les cours du jeudi. » La serveuse acquiesça, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Madame Hélène, le centre a changé ma vie. J'ai obtenu ce travail grâce au cours de service client que j'y ai suivi. Mais ici on traite. Encore les gens comme s'ils valaient moins à cause de leur apparence. » Richard observait l'interaction avec un intérêt croissant. Son regard alternait entre Amélie, qui représentait tant de jeunes luttant pour des opportunités, et Charles, qui personnifiait un système qui avait désespérément besoin de changement. « Peut-être, » dit Hélène, son ton révélant maintenant, la coordinatrice expérimentée qu'elle était, pouvons-nous transformer ce moment en quelque chose de constructif. Charles, avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de travailler avec des jeunes qui rêvent d'entrer dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie, mais qui n'ont jamais eu une vraie chance? Le maître d'hôtel, qui jusqu'alors gardait les yeux baissés, leva le regard. Quelque chose dans son expression avait changé. Le vernis de supériorité commençait à se fissurer, révélant un homme qui avait peut-être aussi sa propre histoire de lutte. « En fait, commença-t-il, sa voix plus humaine que le ton affecté d'avant, je viens moi-même de la banlieue. J'ai passé des années à essayer d'effacer mon passé, pensant que je devais devenir quelqu'un d'autre pour être accepté dans ce monde. » Un murmure parcourut le restaurant. Les clients échangeaient des regards significatifs, certains acquiescent en reconnaissance, d'autres visiblement mal à l'aise face à leurs propres attitudes préjudiciables. Amélie essuya discrètement les larmes qui s'obstinaient à couler et fit un pas décisif en avant. « Je connais un endroit pas très loin d'ici. Le coin du Père Jacques. C'est simple, mais la nourriture est merveilleuse et le traitement est humain. Le propriétaire a une histoire incroyable de dépassement de soi. » Richard et Hélène échangèrent des regards complices. Cette jeune serveuse venait d'offrir non seulement une alternative pour le dîner, mais un chemin vers quelque chose de plus grand. « Amélie, » appela doucement Hélène, « voudrais-tu nous accompagner? Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » La serveuse regarda autour d'elle, hésitante. Charles, surprenant tout le monde, acquiesça légèrement. « Vas-y, Amélie, ton service se terminait de toute façon. » Le petit groupe quitta le maison, dehors sous les regards attentifs des présents. L'Audi noire de Richard semblait déplacée lorsqu'elle se gara devant le coin du Père Jacques,
un restaurant modeste dans une rue bordée d'arbres du quartier voisin. L'arôme d'épices maison les accueillit avant même qu'ils n'entrent. Jacques, un homme d'une cinquantaine d'années avec un sourire authentique et un tablier d'une blancheur impeccable, vint personnellement les accueillir. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Hélène. « Mon Dieu, Madame Hélène, vous ici !» L'émotion dans sa voix était palpable. « Les amis !» cria-t-il vers la cuisine. « Venez ici, venez rencontrer la femme qui a changé ma vie. » Tandis qu'une petite foule d'employés se rassemblait, Jacques expliqua au présent « Il y a 15 ans, je vivais dans la rue. C'est le centre Nouveau Matin qui m'a accueilli, qui m'a donné la chance d'apprendre la gastronomie. Madame Hélène n'a jamais renoncé à moi, même quand j'avais déjà renoncé à moi-même. » Hélène, émue, étreignit Jacques. « Regarde ce que tu as construit, cet endroit est merveilleux. » « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Jacques, fier. « Tous mes employés sont des jeunes en situation de vulnérabilité. Nous offrons formation, opportunité, dignité, exactement comme vous l'avez fait pour moi. » Richard observait tout avec un intérêt croissant, son esprit d'entrepreneur formulant déjà des possibilités. Amélie, quant à elle, semblait avoir trouvé sa place dans le monde. Ses yeux brillaient tandis qu'elle absorbait chaque détail de l'environnement accueillant. « Jacques, » commença Richard, « j'aimerais en savoir plus sur ton modèle d'affaires. Comment concilies-tu l'aspect social avec la viabilité financière ?» Tandis que les hommes discutaient, Hélène remarqua quelque chose de spécial sur le mur. Des photos de tous les employés, chacun avec son histoire de réussite écrite sur de petites plaques décoratives. C'était un mur de la dignité, un témoignage vivant que les apparences ne définissent pas le caractère. Amélie circulait dans le restaurant comme si elle était chez elle, discutant avec les employés et découvrant des histoires qui reflétèrent la sienne. À un moment, elle s'approcha d'Hélène. « Madame Hélène, j'ai pris une décision. Je vais démissionner du Maison d'Or. Je veux travailler dans quelque chose qui a du sens, qui transforme vraiment des vies. » Hélène sourit, touchant son collier de perles. « Tu sais, Amélie, je pense que l'univers a conspiré pour nous réunir ce soir. Nous sommes justement en train de planifier un nouveau projet au centre axé sur l'hôtellerie et la gastronomie. » À la table d'à côté, Richard et Jacques discutaient chiffres et possibilités avec un enthousiasme croissant. L'expérience entrepreneuriale de Richard se complétait parfaitement avec la connaissance pratique et sociale de Jacques. « Que pensez-vous d'unir nos forces ?» proposa Richard, sa voix chargée d'enthousiasme. « Nous pouvons créer un programme de formation professionnelle qui combine l'expérience du Centre Nouveau Matin avec la pratique réelle dans des établissements partenaires. » Jacques acquiesça vigoureusement. « Je suis partant, et je peux garantir que plusieurs autres petits restaurants de la région le seraient aussi. Nous avons tous besoin de main-d'œuvre qualifiée, et il y a tant de jeunes talentueux qui ont besoin d'opportunités. » Hélène observait la scène, le cœur débordant. Ce qui avait commencé comme une soirée d'humiliation se transformait en quelque chose de beaucoup plus grand. Son regard croisa celui d'Amélie, qui souriait radieusement, tout en notant des idées sur une serviette. « Vous savez ce qui serait incroyable ?» suggéra la jeune serveuse. « Un festival gastronomique qui réunirait tous les restaurants partenaires du projet. Nous pourrions montrer que la bonne nourriture et un traitement digne ne sont pas l'exclusivité des endroits chers. » Les idées coulaient comme une rivière après la pluie. Chaque personne présente contribuait avec sa perspective unique, construisant quelque chose qui promettait d'être bien plus grand que la somme de ses parties. Dans l'air flottait la sensation que cette nuit marquerait le début d'une véritable transformation. Le matin arriva avec une énergie différente au Centre Nouveau Matin. Hélène ouvrit les rideaux de son bureau, laissant le soleil illuminer les dizaines d'affiches colorées qui annonçaient le nouveau projet. Gastronomie avec dignité, formation professionnelle en hôtellerie et cuisine. Amélie, qui faisait maintenant officiellement partie de l'équipe du centre en tant que coordinatrice adjointe, organisait les fiches d'inscription avec enthousiasme. En une semaine seulement, plus de 200 jeunes s'étaient inscrits au programme. « Madame Hélène, regardez cette inscription !» s'exclama Amélie, soulevant l'une des fiches. « C'est Patricia, cette fille qui travaille comme femme de ménage aux Maisons d'Or. Elle a toujours voulu être chef, mais n'a jamais eu l'opportunité d'étudier. » Hélène s'approcha, ajustant son inséparable collier de perles. « Nous allons porter une attention particulière à ces cas. Ce sont exactement ces personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce du destin. »
Richard arriva au centre apportant des nouvelles encourageantes. Après de nombreuses réunions avec des entrepreneurs locaux, il avait obtenu non seulement un soutien financier, mais aussi des engagements de stage pour les futurs élèves. Jacques, du coin du Père Jacques, serait le coordinateur technique du programme de formation. Et il y a plus, annonça Richard, ses yeux brillants de satisfaction. Vous vous souvenez de Charles, le maître d'hôtel? Il a démissionné du Maison d'Or et veut faire partie du projet. Il dit qu'il est temps d'utiliser son expérience pour quelque chose qui a du sens. La nouvelle prit tout le monde par surprise. Charles, qui avait si bien représenté le préjugé qu'ils voulèrent combattre, souhaitait maintenant faire partie du changement. Hélène sourit, se rappelant les paroles de sa grand-mère Théodora. « Il n'y a pas de transformation sans pardon, ma fille. » Le premier cours inaugural du projet était prévu pour cet après-midi. L'auditorium du centre communautaire, habituellement modeste dans ses activités, s'était transformé. Des tables élégamment dressées démontraient différents types d'arrangements. La petite cuisine industrielle brillait avec des équipements donnés, et l'arôme de café frais donnait une touche spéciale à l'ambiance. Les premiers élèves commençaient à arriver, mélange de timidité et d'espoir dans leurs regards. Patricia, l'ancienne femme de ménage, portait dans ses bras un nouveau cahier et un stylo, trésor acheté spécialement pour l'occasion. Charles, portant une simple chemise, très différente des costumes du Maison d'Or, attendait nerveusement, dans un coin. Hélène s'approcha de lui avec un sourire accueillant. « Bienvenue dans notre monde, Charles. Ici, la seule étiquette qui importe est celle du cœur. » L'ancien maître d'hôtel essuya une larme discrète. « Vous savez, Madame Hélène, j'ai passé tellement de temps à prétendre être quelqu'un d'autre que j'ai presque oublié qui j'étais. Mon vrai nom n'est même pas Charles. C'est Carlos. Carlos Duval, fils de Madame Josette, qui vendait des crêpes au marché. » Cette révélation toucha profondément Hélène. Combien de Carlos existèrent là-dehors, cachant leurs origines par peur du préjugé? Ce projet devait être plus qu'un cours professionnel. Il devait être une récupération d'identité. Jacques arriva apportant une énergie contagieuse et plusieurs formes de pain fait maison pour le cours inaugural. « Première leçon, annonça-t-il aux élèves, c'est que la bonne nourriture n'a pas de classe sociale. Elle a de l'amour, de la technique, du respect pour les ingrédients et pour celui qui va manger. » Amélie circulait parmi les élèves, aidant avec les fiches d'inscription et partageant sa propre histoire de dépassement de soi. Son exemple vivant de changement inspirait confiance aux jeunes qui, comme elle, rêvaient d'une vie différente. Au fond de la salle, Mathilde, l'assistante la plus ancienne d'Hélène, coordonnait l'équipe de soutien. Observant le mouvement, elle ne pouvait contenir son sourire. Qui aurait pensé que cette soirée au restaurant chic se transformerait en tout cela, n'est-ce pas? Richard, qui venait d'arriver d'une autre réunion avec des sponsors, apportait des nouvelles passionnantes. De grandes chaînes d'hôtels avaient manifesté leur intérêt à embaucher les futurs diplômés et un important magazine de gastronomie voulait faire un article sur le projet. « Mais il y a un détail intéressant », commenta-t-il avec Hélène. « Ils veulent faire l'article en se concentrant sur toi, sur ton histoire avec le collier de ta grand-mère. Ils disent que c'est un symbole fort de résistance et de transformation. » Hélène toucha les perles de bois, pensive. Ce collier, qui fut un jour source de honte dans des environnements élégants, devenait maintenant un symbole de changement social. Sa grand-mère Théodora serait fière. Le cours inaugural commença avec Jacques enseignant les fondamentaux de l'hygiène en sa cuisine. Carlos, plus Charles, expliquait l'importance du service humanisé. Les élèves absorbaient chaque mot, leurs yeux brillants de possibilités jamais imaginées auparavant. Les semaines suivantes apportèrent des défis inattendus. Le premier survint lorsque Patricia, l'ancienne femme de ménage, faillit abandonner le cours. Travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, elle parvenait à peine à garder les yeux ouverts pendant les cours. « Je ne peux pas te laisser abandonner », dit Amélie, tenant les mains de la jeune élève après un cours particulièrement difficile. « Tu te souviens de mes débuts ? Moi aussi, je pensais que je n'y arriverais pas. » Hélène, qui observait la scène de loin, eut une idée. Elle se réunit avec Richard et l'équipe administrative du projet pour créer un programme de bourse d'études. Ce ne serait pas beaucoup d'argent, mais suffisant, pour que des élèves comme Patricia puissent réduire leurs heures de travail et se consacrer aux cours. « Nous l'appellerons Bourse Théodora », suggéra Hélène,
rendant hommage à sa grand-mère. Pour rappeler que le véritable héritage que nous laissons dans ce monde, ce sont les opportunités que nous créons pour les autres. Le programme de bourse attira encore plus d'attention sur le projet. De petits entrepreneurs du quartier, émus par les histoires des élèves, commencèrent à faire des dons réguliers. Une boulangerie traditionnelle offrit un stage rémunéré à 3 élèves. Une chaîne de supermarchés commença à donner des ingrédients pour les cours pratiques. Carlos, de plus en plus à l'aise dans sa véritable identité, surprit tout le monde en révélant un talent naturel pour l'enseignement. Ses cours d'étiquette et de service client étaient différents de tout ce qu'il avait enseigné aux Maisons d'Or. La véritable élégance, disait-il aux élèves, consiste à faire en sorte que chaque personne se sente spéciale, indépendamment de l'argent qu'elle a dans sa poche. Un après-midi particulièrement chargé, alors que les élèves s'exerçaient à différentes techniques de préparation de sauce, Jacques réunit l'équipe pour partager une préoccupation. « J'ai reçu un appel intéressant », commença-t-il, en se grattant la tête. « Le propriétaire du Maison d'Or veut discuter. Il semble que depuis cette soirée-là, la fréquentation du restaurant ait beaucoup diminué. De nombreux anciens clients ont commencé à fréquenter des endroits plus accueillants, y compris mon restaurant. » Hélène et Richard échangèrent des regards inquiets. Ils ne voulaient pas que le projet soit perçu comme des représailles ou une vengeance. L'idée avait toujours été de créer des ponts, pas des murs. « Peut-être, » suggéra Amélie, « pouvons-nous transformer cela en une opportunité. Et si nous les invitions à devenir partenaires du projet, montrer que les lieux sophistiqués peuvent aussi être accueillants. » La suggestion généra un débat animé. Certains, comme Carlos, craignaient que le partenariat avec des restaurants de luxe ne dénature l'objectif social du projet. D'autres y voyaient une chance de transformation plus large. Pendant que la discussion se déroulait, Patricia s'exerçait aux sauces dans la cuisine expérimentale. Sa sauce béchamel, auparavant pleine de grumeaux, était maintenant parfaitement veloutée. C'était une petite victoire qui représentait bien plus qu'une technique maîtrisée. C'était la preuve qu'avec de l'opportunité et du dévouement, n'importe quelle barrière pouvait être surmontée. « Vous savez ce que je pense ?» interrompit Jacques, après avoir goûté la sauce de Patricia. « Nous devons montrer que la bonne gastronomie n'a pas d'adresse fixe. Elle peut se trouver dans un restaurant chic ou dans une cantine de quartier. Ce qui fait la différence, c'est le respect pour la nourriture et pour les personnes. » Hélène sourit, reconnaissant la sagesse dans les paroles simples de Jacques. Son regard parcourut la cuisine, où des élèves d'origines diverses travaillaient côte à côte, unis par l'amour de la gastronomie et le désir de changement. Richard, qui jusqu'alors écoutait en silence, eut une idée. « Et si nous organisions un événement? Pas un simple festival gastronomique, mais une semaine d'intégration. Chaque jour, un restaurant différent, des plus simples aux plus sophistiqués, accueillerait nos élèves pour un échange d'expériences. » L'idée commença à prendre forme. Amélie imaginait déjà les possibilités de réseautage pour les élèves. Carlos voyait une chance de renouer avec ses anciens collègues du monde de la haute gastronomie, maintenant avec un nouveau but. « Nous pourrions l'appeler « saveur de la résistance », suggéra timidement Patricia, surprenant tout le monde par sa participation, parce que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Résister aux préjugés à travers la nourriture. Le centre Nouveau Matin bouillonnait avec les préparatifs pour les saveurs de la résistance. Dans son bureau, Hélène coordonnait une réunion cruciale avec l'équipe organisatrice. Le tableau blanc était couvert de notes, de chronogrammes et de listes de restaurants participants. « Nous avons déjà confirmé 12 établissements », annonça Amélie, consultant sa feuille de calcul numérique. « Des bistrots de quartier, aux restaurants étoilés. Le Maison d'Or vient également de confirmer sa participation. » La nouvelle causa un brouhaha dans la salle. Carlos, qui organisait les fiches d'inscription des élèves participants, leva les yeux avec intérêt. « J'ai parlé avec certains de mes anciens collègues de là-bas. Ils sont sincèrement intéressés à faire partie de ce changement. » Richard, qui venait d'arriver d'une autre réunion avec des sponsors, apportait des nouvelles encore plus surprenantes. « Vous n'allez pas le croire, mais l'histoire de notre projet est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une vidéo du moment où nous sommes sortis du Maison d'Or cette nuit-là a été partagée des milliers de fois. » Hélène toucha instinctivement son collier de perles. Internet regorgeait de commentaires sur la femme au collier de bois qui avait affronté les préjugés avec dignité. Des messages arrivaient de tout le pays.
racontant des histoires similaires de discrimination dans les restaurants et autres établissements. « Nous devons être prudents », médita Hélène. « Je ne veux pas que cela devienne un cirque médiatique. L'accent doit continuer à être mis sur la formation des élèves et la transformation sociale. » Patricia, qui maintenant faisait un stage à mi-temps au coin du Père Jacques, grâce à la bourse Théodora, leva timidement la main. « Madame Hélène, puis-je faire une suggestion? Pourquoi ne pas utiliser cette visibilité pour créer une campagne plus large? Quelque chose qui inspire d'autres endroits à suivre notre exemple? » La jeune élève avait fleuri ces dernières semaines. Sa sauce béchamel parfaite n'était que le début. Elle démontrait un talent naturel pour l'harmonisation des saveurs et une créativité unique dans la création de plats. « Continue, Patricia », encouragea Amélie, fière de voir sa protégée s'exprimer. « J'ai pensé à documenter l'histoire de chaque élève, chaque professeur, chaque restaurant partenaire. Montrer que tous ont quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre. Nous pourrions l'appeler « Histoire qui nourrisse ». Jacques, qui était arrivé silencieusement pendant la discussion, applaudit l'idée. « C'est ça. Et nous pouvons commencer par l'histoire de Madame Hélène et du collier de Madame Théodora. Il y a beaucoup de sagesse gardée dans ces perles de bois. » Hélène sentit son visage rougir. Elle n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, mais elle comprenait le pouvoir symbolique que son histoire avait acquis. « J'accepte seulement si nous commençons aussi par ton histoire, Jacques. D'un sans-abri à propriétaire de restaurant et professeur. Ça, c'est inspirant. » La planification de l'événement progressait au milieu de découvertes surprenantes. Une élève se révéla être la fille d'un célèbre chef international, mais avait choisi de commencer sa carrière par le bas pour comprendre véritablement la valeur du travail. L'un des restaurants participants était géré par une dame de 75 ans qui, veuve, avait transformé le garage de sa maison en une entreprise familiale prospère. Carlos coordonnait les ateliers de service avec un enthousiasme renouvelé. Ces cours incluaient maintenant non seulement l'étiquette et le protocole, mais aussi des discussions profondes sur l'empathie et l'humanisation du service. « Regardez, » disait-il aux élèves, « comment un simple bonjour peut être dit de 1000 façons différentes. Le secret est de faire en sorte que chaque personne se sente vraiment accueillie. » À mesure que la date de l'événement approchait, de nouveaux défis surgissaient. La logistique pour transporter les élèves entre les différents restaurants, la coordination des horaires, la distribution équitable des opportunités d'apprentissage. Mais pour chaque problème, l'équipe trouvait une solution créative. Richard surprit tout le monde en annonçant qu'il avait obtenu une flotte de camionnettes pour le transport des élèves. Ce sont des entrepreneurs qui ont été touchés par notre cause. Chaque camionnette aura le logo du projet et le dessin du collier de Madame Théodora. Amélie coordonnait la communication entre les restaurants participants avec l'efficacité de quelqu'un qui connaissait les deux côtés de l'histoire, la réalité des établissements de luxe et la lutte quotidienne des petits entrepreneurs. À la fin d'une autre journée intense de préparatifs, Hélène trouva un moment de calme dans son bureau. En observant les photos des élèves sur le mur, chaque visage racontant une histoire de dépassement de soi, elle ressentit le poids de la responsabilité qu'il portait. Son téléphone sonna. C'était un message d'une journaliste d'un important magazine de gastronomie. Il voulait en faire un article spécial sur le projet en se concentrant sur les histoires de transformation. Le titre suggéré était « La révolution des saveurs. Comment un collier de bois change la gastronomie française ». Une semaine avant le début des Saveurs de la Résistance, le Centre Nouveau Matin recevait une visite inattendue. Marine Torres, la célèbre critique gastronomique, traversait le couloir principal avec son élégance caractéristique, observant attentivement chaque détail de l'environnement. Hélène la reçut dans son simple bureau, où l'arôme de café fraîchement préparé se mêlait à l'odeur de pain frais venant de la cuisine expérimentale. Le contraste entre la simplicité du lieu et la sophistication de la visiteuse n'échappa à aucune des deux. « Madame Hélène, » commença Marine, ajustant ses lunettes de créateur, « je vous avoue que je suis venue ici sceptique, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe entre ces murs. » Pendant la matinée, Marine suivit les cours pratiques. Elle observa Patricia exécuter avec précision des techniques avancées de pâtisserie française. Elle vit Carlos enseigner la différence entre servir et accueillir. Elle goûta les plats préparés par les élèves et à la surprise de tous demanda quelques recettes.
Vous savez, commenta-t-elle pendant le déjeuner préparé par les étudiants. En 20 ans comme critique gastronomique, j'ai appris que la véritable excellence ne réside pas seulement dans la technique, mais dans l'âme qu'on met dans la préparation. Amélie, qui servait les tables avec l'aisance de quelqu'un né pour cela, partageait avec les élèves ses expériences des deux côtés du comptoir. Chaque client est une histoire ambulante, enseignait-elle. Notre mission est de faire partie de cette histoire de manière positive. En milieu d'après-midi, Richard arriva avec d'autres nouvelles. De grandes chaînes hôtelières, inspirées par le projet, créaient des programmes similaires dans d'autres villes. Le mouvement qui avait commencé par un acte de discrimination se transformait en une vague nationale de changement. Et il y a plus, annonça-t-il, contenant à peine son enthousiasme. J'ai reçu une invitation pour présenter le projet au plus grand salon de gastronomie du pays. Ils veulent créer un label de gastronomie inclusive pour les établissements qui adoptent des pratiques similaires aux nôtres. Marine, qui écoutait tout attentivement, fit une observation perspicace. Vous ne formez pas seulement des professionnels, vous créez une nouvelle culture gastronomique. Jacques, qui préparait les élèves pour un autre cours pratique, sourit en entendant le commentaire. Savez-vous quel est l'ingrédient secret de tout plat réussi? Le respect. Le respect pour les ingrédients, pour le processus et surtout pour les personnes. La critique gastronomique passa le reste de l'après-midi à interviewer élèves et professeurs. Chaque histoire qu'elle entendait l'impressionnait davantage. Il y avait ce jeune homme qui avait grandi dans un foyer et rêvait d'ouvrir une auberge. Cette dame qui vendait des gâteaux dans la rue et maîtrisait maintenant la haute pâtisserie. Cet adolescent qui avait échangé le travail informel contre un avenir dans la gastronomie. « Madame Hélène », appela Marine avant de partir, « je dois vous faire une confession. Je suis venu ici en pensant écrire juste un article de plus, mais je repars avec une mission. Je vais proposer au magazine une série spéciale sur la gastronomie sociale, en commençant par les saveurs de la résistance. » Hélène toucha son collier de perles, émue. « Marine, chaque perle de ce collier représente une histoire de résistance. Ma grand-mère Théodora avait l'habitude de dire que la vraie richesse réside dans les histoires que nous choisissons de raconter. » Ce soir-là, après le départ de tous, Hélène resta dans son bureau relisant les inscriptions pour l'événement. Chaque formulaire contenait plus que des données. Il contenait des rêves, des espoirs, des possibilités. Le téléphone sonna, c'était Richard. « Mon amour, tu ne vas pas le croire. » Sa voix débordait d'enthousiasme. La vidéo du projet a atteint 1 million de vues. Des gens de tout le pays partagent leurs propres histoires de dépassement à travers la gastronomie. La nouvelle était à la fois émouvante et effrayante. Le projet avait dépassé leurs attentes initiales. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de transformer des vies à travers la gastronomie, il s'agissait de changer la façon dont la société percevait la valeur des personnes. Amélie entra dans le bureau portant une boîte mystérieuse. « Madame Hélène, regardez ce qui est arrivé. Ce sont des colliers inspirés du vôtre, fabriqués par des artisanes d'une communauté locale. Elles veulent les donner à tous les participants de l'événement. » À l'intérieur de la boîte, des dizaines de colliers de perles en bois, chacun unique, chacun racontant sa propre histoire. Hélène en prit un, sentant la texture familière entre ses doigts. C'était comme si sa grand-mère Théodora était là, souriant, approuvant chaque étape de ce voyage. Le soleil se levait à peine lorsqu'Hélène arriva au Centre Nouveau Matin en cette matinée historique. C'était le premier jour des saveurs, de la résistance, et l'énergie dans l'air était presque palpable. Des dizaines d'élèves attendirent déjà dans la cour, tous vêtus de nouveaux uniformes et portant les colliers de perles artisanaux qui étaient devenus le symbole du mouvement. Patricia, qui serait l'une des protagonistes du jour inaugural, ajustait nerveusement sa veste blanche. Elle avait été choisie pour diriger l'équipe qui préparerait le déjeuner aux Maisons d'Or, un retournement du destin qui n'échappait à personne. « Calme-toi », chuchota Amélie, ajustant le badge de la jeune chef. « Tu te souviens de ce que Jacques dit toujours? La meilleure recette est celle préparée avec confiance. » Les camionnettes personnalisées commencèrent à arriver, se garant en file dans la cour du centre. Chacune affichait fièrement le logo du projet, un collier de perles stylisé formant le profil d'une cuisinière. Richard supervisait personnellement l'embarquement des élèves, s'assurant que chaque groupe se rende à sa destination désignée. « Tout le monde », appela Hélène, réunissant tous en cercle pour un moment de réflexion.
Aujourd'hui n'est pas seulement le premier jour d'un événement. C'est le premier jour d'une nouvelle histoire dans la gastronomie française. Chacun d'entre vous porte non seulement des techniques et des connaissances, mais des valeurs qui vont transformer des vies. Carlos, élégant dans son nouvel uniforme d'instructeur, donnait les dernières orientations à son équipe. Ce n'était pas seulement des règles d'étiquette, c'était des principes d'humanité. Souvenez-vous, quand nous servons avec le cœur, l'élégance vient naturellement. Le premier groupe partit en direction du Maison d'Or. Patricia, à la tête de l'équipe, portait avec elle non seulement ses outils de travail, mais aussi les espoirs de tous ceux qui croyaient en la transformation à travers la gastronomie. Restaurant, l'accueil fut surprenant. L'équipe entière, y compris les anciens collègues de Carlos, attendait à l'entrée. Le maître d'hôtel actuel, un jeune homme nommé Philippe, tendit la main à Patricia avec un respect sincère. « Notre cuisine est à vous aujourd'hui, dit-il. Nous sommes là pour apprendre autant que pour enseigner. » La cuisine du Maison d'Or, avec ses équipements de dernière génération et son organisation impeccable, aurait intimidé n'importe qui. Mais Patricia, respirant profondément et touchant son collier de perles, commença à distribuer les tâches avec l'assurance d'une véritable leader. Son menu avait été soigneusement planifié, une fusion de haute gastronomie avec des saveurs populaires françaises. Le plat principal était une réinterprétation sophistiquée de la bouillabaisse que sa grand-mère lui avait appris à faire, servie avec un riz au safran préparé selon la méthode pilaf. Pendant ce temps, à d'autres endroits de la ville, des scènes similaires se déroulaient. Au coin du Père Jacques, des élèves du Maison d'Or apprenaient l'importance de l'accueil familial. Dans des bistrots et restaurants partenaires, des barrières sociales étaient abattues à travers le langage universel de la nourriture. Hélène circulait entre les établissements, documentant chaque moment. Dans son sac, elle portait un petit carnet où elle notait les histoires dont elle était témoin. Le chef étoilé apprenant une technique d'assaisonnement avec une dame de banlieue. Le sommelier découvrant les saveurs uniques des jus naturels préparés par une jeune entrepreneuse. Au Maison d'Or, le moment crucial approchait. Les premiers clients commençaient à arriver pour le déjeuner, beaucoup d'entre eux attirés par la curiosité concernant le projet devenu viral sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Marine Torres, la critique gastronomique, qui tenait à expérimenter personnellement le menu créé par Patricia. Le service coulait avec une harmonie surprenante. L'équipe de Patricia, mélangeant élèves du projet et employés du restaurant, travaillait en parfaite synchronisation. Chaque plat qui sortait de la cuisine portait non seulement des saveurs, mais un message de transformation. Richard, qui suivait tout discrètement depuis une table dans le coin, ne pouvait contenir sa fierté. Son téléphone ne cessait de recevoir des messages d'autres entrepreneurs intéressés à reproduire le projet dans leur ville. Amélie circulait entre les tables, orientant les élèves dans le service, mais aussi recueillant les impressions des clients. Les réactions étaient unanimes. Quelque chose de spécial se passait lors de ce déjeuner. Lorsque le premier service se termina, Patricia réunit son équipe dans la cuisine. Ses yeux brillaient d'émotion, tandis qu'elle remerciait chacun. Le chef exécutif du Maison d'Or, qui avait observé tout en silence, demanda la parole. « En 20 ans de profession, dit-il, je n'ai jamais vu une cuisine aussi harmonieuse. Vous n'avez pas seulement préparé des plats exceptionnels, vous nous avez enseigné une nouvelle façon de faire de la gastronomie. » Hélène, qui était arrivée à temps pour assister à ce moment, sentit les larmes couler. Son collier de perles, héritage de Théodora, semblait briller de sa propre lumière. La transformation que sa grand-mère avait toujours rêvée se produisait enfin, un plat à la fois. La nouvelle du succès du premier jour des Saveurs de la Résistance se répandit rapidement. Les réseaux sociaux bouillonnaient de photos et de commentaires, particulièrement sur la performance surprenante de Patricia au Maison d'Or. Marine Torres, la critique gastronomique, avait déjà publié une première impression sur son blog avec le titre « La révolution commence en cuisine ». Le lendemain matin, le Centre Nouveau Matin était encore plus animé. Des journalistes de différents médias se disputaient à l'espace pour enregistrer le départ des élèves pour le deuxième jour d'activité. Hélène, gardant sa discrétion caractéristique, délégua les interviews à Amélie et Carlos qui étaient devenus de véritables porte-parole du projet. Le plus important,
expliquait Amélie à une journaliste, c'est que nous n'enseignons pas seulement des techniques culinaires, nous construisons des ponts entre des mondes qui semblaient impossibles à connecter. Carlos, qui guidait un groupe de visiteurs à travers le centre, complétait « Chaque personne porte une histoire unique, une saveur propre. Notre mission est de créer un environnement où toutes ces saveurs peuvent s'harmoniser. » Le deuxième jour de l'événement apporterait de nouveaux défis. Les élèves qui avaient commencé aux Maisons d'Or iraient maintenant dans de petits établissements du quartier, tandis que ceux qui avaient débuté dans les restaurants populaires auraient leur chance dans les environnements plus sophistiqués. Richard arriva tôt, apportant une nouvelle qui agita encore plus les esprits. De grandes chaînes de télévision voulaient en faire une couverture spéciale du projet. Mais, assura-t-il à Hélène, j'ai accepté à condition que l'accent soit mis sur les histoires de transformation, pas sur le spectacle. Patricia, encore rayonnante du succès de la veille, se préparait pour sa nouvelle mission. Coordonner. Le déjeuner au coin du Père Jacques. Sa bouillabaisse était devenue sensation sur les réseaux sociaux, avec des clients du Maison d'Or partageant photos et éloges. « Vous savez, Madame Hélène, dit-elle, ajustant son collier de perles, hier j'ai compris quelque chose que vous avez toujours essayé de nous enseigner. Peu importe où nous cuisinons, ce qui compte, c'est le respect que nous mettons dans chaque préparation. » Jacques, qui préparait sa cuisine pour recevoir les élèves du jour, souriait avec une fierté paternelle. Son petit restaurant, autrefois menacé par les dettes, avait maintenant une liste d'attente pour les réservations. Mais ce qui l'émouvait le plus, c'était de voir ses anciens compagnons de rue inspirés par l'histoire du projet. Hier soir, raconta-t-il à Hélène, 3 personnes sans domicile fixe sont venues au restaurant, pas pour demander de la nourriture, mais pour savoir comment elles pourraient participer au prochain cycle de formation. Amélie coordonnait la logistique du jour avec l'efficacité de quelqu'un né pour diriger. Sa transformation de serveuse insécurisée en gestionnaire respectée était l'une des histoires qui inspirait le plus les nouveaux élèves. « Chaque défi est une opportunité de croissance », répétait-elle, orientant les groupes qui partaient pour leurs activités. « Il n'existe pas d'endroit meilleur ou pire. Il existe différentes façons de rendre les gens heureux à travers la nourriture. » En milieu de matinée, une surprise émouvante. Madame Josette, mère de Carlos, arriva au centre apportant ces fameuses crêpes. La dame, qui vendait encore sur le marché les week-ends, avait été invitée à donner un cours spécial sur l'entrepreneuriat informel. « Mon fils avait honte de sa mère crêpière », commenta-t-elle, arrachant des rires, émue à l'assistance. « Aujourd'hui, il comprend que chaque crêpe que j'ai vendue a aidé à payer ses études. Et qu'il n'existe pas de travail indigne. Il existe des gens qui traitent les autres avec indignité. » Les paroles de Madame Josette touchèrent profondément les présents. Carlos, qui avait passé des années à essayer de cacher ses origines, les célébrait maintenant avec fierté. Son atelier sur le service humanisé incluait des histoires de son enfance au marché, démontrant comment chaque expérience de vie contribuait à former un professionnel plus complet. Hélène observait tout avec un cœur débordant. Son collier de perles, cadeau de Théodora, s'était multiplié en dizaines d'autres colliers, chacun portant de nouvelles histoires de dépassement de soi et de dignité. Les perles de bois, autrefois symbole de simplicité, représentaient maintenant une révolution silencieuse dans la gastronomie française. Richard, qui venait de revenir d'une autre réunion avec des partenaires, trouva sa femme dans un moment de réflexion. « Tu sais, mon amour, dit-il en l'embrassant par derrière, je pense que ta grand-mère Théodora est quelque part très fière de ce que vous avez commencé ici. »« Ce n'est plus seulement le nôtre, » répondit Hélène émue. « C'est maintenant à tous ceux qui croient que la nourriture peut être un outil de transformation sociale. Chaque plat servi avec dignité est une victoire contre les préjugés. » Le Tunsi, 3e jour des saveurs de la résistance, commença par une surprise. Tôt le matin, une camionnette non identifiée se gara devant le centre Nouveau Matin. Un groupe d'exécutifs de l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays en descendit, dirigé par Sophie Mendes, directrice des opérations connue pour son influence dans le secteur hôtelier. Hélène, qui organisait les groupes du jour avec Amélie, observa le mouvement avec curiosité. Richard, qui avait gardé cette visite secrète, souriait, discrètement tout en conduisant les visiteurs à travers le centre. « Madame Hélène », appela Sophie, tendant la main en salutation. « Nous avons suivi de près le développement de votre projet. »
Ce que vous faites ici va bien au-delà de la gastronomie. Vous redéfinissez le concept d'hospitalité. L'exécutive n'a pas perdu de temps en détour. Sa proposition était ambitieuse, implémenter le modèle des saveurs de la résistance dans toute la chaîne hôtelière, créant des centres de formation similaires dans différentes régions du pays. Mais, souligna Sophie, nous voulons le faire en maintenant l'essence du projet. La dignité, le respect, la valorisation des histoires individuelles. Ce ne peut pas être juste un programme de plus de responsabilité sociale. Patricia, qui passait en portant des ingrédients pour son cours du jour, s'arrêta en entendant à la conversation. Son succès aux Maisons d'Or était devenu un cas d'étude. La jeune femme qui était passée de femme de ménage à chef respectée en quelques mois. « Excusez mon intrusion, dit-elle, ajustant son collier de perles. Mais je pense pouvoir contribuer à cette conversation. Ce que j'ai appris ici, ce n'est pas seulement la cuisine, c'était découvrir ma valeur en tant que personne. » Hélène sourit, fière. Patricia était devenue non seulement une excellente chef, mais une véritable leader. Son histoire inspirait d'autres élèves à croire en leur potentiel. « C'est exactement de cela que nous parlons, » acquiesça Sophie. « Nous voulons créer de véritables opportunités de transformation, et nous sommes prêts à investir sérieusement pour cela. » La réunion se poursuivit dans le petit bureau d'Hélène, maintenant à l'étroit, avec tant de personnes importantes. Amélie présentait les résultats préliminaires du projet. Nombre d'élèves formés, taux d'employabilité, impact sur les communautés. Carlos, qui était arrivé pour son cours d'étiquette, fut invité à participer. Sa transformation de maître d'hôtel, plein de préjugés en éducateur humanisé, était un autre cas qui attirait l'attention. Le véritable luxe, expliqua-t-il aux exécutifs, ne réside pas dans les couverts en argent ou les verres en cristal. Il est dans la façon dont nous faisons en sorte que chaque personne se sente spéciale et respectée. Jacques arriva apportant un petit déjeuner spécial, préparé par les élèves du projet. Tandis que les exécutifs goûtaient des mets qui mélangeaient techniques raffinées et saveurs populaires, il partageait sa vision. « Chaque plat raconte une histoire », disait-il, servant des pains à fermentation naturelle, faits avec des techniques françaises et garnis d'ingrédients régionaux. Et chaque histoire mérite d'être racontée avec respect. Sophie et son équipe furent impressionnés non seulement par la qualité de la nourriture, mais par l'environnement d'apprentissage et de transformation qui imprégnait le centre. Dans chaque coin, il y avait des histoires de dépassement de soi et de dignité. « Mais j'ai une préoccupation, » exprima Hélène, toujours réfléchie. « Comment garantir que cette expansion ne dénaturera pas le projet? Comment maintenir l'essence quand nous grandirons à une échelle nationale ?» Richard, qui était resté plus observateur durant la réunion, avait une proposition. « Et si nous créions un conseil directeur, formé par des personnes qui ont vécu la transformation dans leur chair, comme Patricia, Amélie et Jacques ?» L'idée fut reçue avec enthousiasme. Sophie suggéra immédiatement que les premiers centres de formation soient implantés dans des régions à fort indice de vulnérabilité sociale. « Nous pouvons commencer par 5 villes, » proposa-t-elle, chacune adaptant le projet à sa réalité locale, mais maintenant les principes fondamentaux. Amélie, toujours pratique, commençait déjà à prendre des notes. Nous devons documenter toute la méthodologie, créer un manuel qui ne soit pas seulement technique, mais qui transmette les valeurs et la philosophie du projet. Tandis que la réunion se déroulait, le centre continuait en pleine activité. Les élèves allaient et venaient, se préparant pour une autre journée d'échange, dans les restaurants partenaires. L'arôme de pain frais et d'épices diverses remplissait l'air. Hélène toucha son collier de perles, pensive. L'expansion du projet apporterait de nouveaux défis, mais aussi l'opportunité de multiplier encore plus l'héritage de Théodora. Chaque perle du collier semblait pulser avec les possibilités qui s'ouvraient. « Faisons-le », décida-t-elle finalement. Mais à une condition, chaque nouveau centre doit avoir son propre collier de perles, pas comme une marque déposée, mais comme un rappel constant que la véritable transformation commence par la reconnaissance de la dignité de chaque personne. Sophie sourit, comprenant la profondeur de ce symbole simple mais puissant. « Madame Hélène, je crois que nous venons d'initier une révolution dans l'hôtellerie française, et elle commence avec des perles de bois, là. » Nouvelle de l'expansion nationale du projet se répandit rapidement dans les couloirs du centre Nouveau Matin. Entre casseroles et fourneaux, élèves et professeurs discutaient des possibilités qui s'ouvraient.
Mais ce fut pendant le cours de Patricia qu'une question cruciale surgit. Madame Patricia questionna l'un des plus jeunes élèves. Avec toute cette croissance, ne risquons-nous pas de perdre notre essence, de devenir juste un cours technique? De plus, la jeune chef qui préparait un cours sur les sauces mères de la cuisine française s'arrêta un moment. Son regard trouva le collier de perles qu'elle portait maintenant avec tant de fierté. « Je vais vous raconter une histoire », commença-t-elle, baissant le feu sous la sauce béchamel qu'elle démontrait. « Quand j'étais femme de ménage aux Maisons d'Or, je rêvais d'être chef. Mais ce n'était pas seulement une question de cuisine, c'était une question d'être traité avec dignité. » La salle entière écoutait en silence le léger bouillonnement de la sauce comme musique de fond. Hélène, qui passait dans le couloir, s'arrêta pour écouter discrètement à la porte. « Ce que j'ai appris ici, » continua Patricia, « c'est que chaque recette porte une histoire. Cette sauce béchamel que je prépare, en France, c'est la base de la haute gastronomie. Mais savez-vous avec qui j'ai appris à la faire parfaitement? Avec Madame Josette, la mère de Carlos, qui utilise la même technique de mélange constant pour sa pâte à crêpes. » Amélie, qui était arrivée pour donner une information, sourit en entendant la comparaison. Elle-même avait découvert que de nombreuses techniques raffinées avaient dans des parallèles dans la cuisine populaire. « Le projet grandit, » poursuivit Patricia, ajoutant maintenant de la muscade à la sauce. « Mais notre essence est dans les histoires que nous portons, dans les perles du collier, comme Madame Hélène le dit toujours. » Au même moment, dans une autre partie du centre, Carlos dirigeait une réunion avec les premiers instructeurs qui iraient dans d'autres villes. Son atelier sur le service humanisé s'était transformé en un programme complet de formation. « Nous n'enseignons pas seulement à servir, » expliquait-il, « nous montrons comment accueillir. Et cela commence par la connaissance de soi, par la fierté de nos origines. » Richard, qui participait à la réunion, compléta « Chaque ville aura sa propre identité au sein du projet. L'important est de maintenir les valeurs fondamentales. Respect, dignité et transformation sociale. » Au coin du Père Jacques, une file se formait à la porte. Le petit restaurant était devenu un point de rencontre pour les personnes intéressées à connaître l'histoire du projet. Jacques, fidèle à sa mission, transformait chaque repas en une opportunité de sensibilisation. « Ici, nous ne vendons pas seulement de la nourriture, » disait-il aux clients. « Nous servons de l'espoir, avec une pincée de révolution sociale. » Hélène réunit toute l'équipe à la fin de cet après-midi. Le soleil entrait par les fenêtres du centre, créant un jeu de lumière et d'ombre, avec les perles des colliers que tous portaient maintenant. « Chaque perle de ce collier, » commença-t-elle, sa voix chargée d'émotion, « représente une histoire de dépassement de soi. Ma grand-mère Théodora disait toujours que le véritable héritage ne réside pas dans les bijoux que nous laissons, mais dans les vies que nous transformons. » Amélie présenta le premier brouillon du manuel du projet. Ce n'était pas seulement un ensemble de règles et de procédures, c'était un recueil d'histoires, de valeurs et de rêves. Chaque nouveau centre aura l'autonomie pour adapter les techniques à sa réalité, expliqua-t-elle. Mais les principes sont non négociables. Tout être humain mérite d'être traité avec dignité, indépendamment de son apparence ou de son origine. Patricia, portant encore son tablier de chef, partagea sa décision. « Je vais au premier centre à Marseille. Je veux montrer qu'il est possible d'unir haute gastronomie et savoir populaire. » La nouvelle prit tout le monde par surprise, mais elle avait du sens. Patricia était devenue un symbole vivant de la transformation que le projet procurait. Son départ pour Marseille serait le premier pas concret de l'expansion. « Et je ne pars pas seule, » continua-t-elle. « 3 élèves de ma classe ont aussi été invités. Nous formerons la première équipe de multiplicateurs du projet. » Carlos s'émut en annonçant que sa mère, Madame Josette, serait consultante spéciale du projet. Son expertise pour transformer des ingrédients simples en plats extraordinaires serait fondamentale pour maintenir la connexion avec les racines populaires de la gastronomie. « Ma mère disait toujours, » partagea-t-il, « que la meilleure nourriture est celle préparée avec amour et servie avec respect. Maintenant, je comprends qu'elle ne parlait pas seulement de cuisine. Elle enseignait une philosophie de vie. » Le soleil se couchait déjà quand Hélène retourna, finalement dans son bureau. Sur sa table, une surprise, un album de vieilles photos cadeau de Richard. Sur la première page, une photo de sa grand-mère Théodora portant le collier de perles original, souriant devant un fourneau à bois. Le centre Nouveau Matin
vivait des jours de transformation intense. À une semaine du départ de Patricia, pour Marseille, l'endroit était devenu un véritable quartier général du changement. Dans chaque salle, différents groupes travaillaient aux préparatifs de l'expansion nationale du projet. Dans la cuisine expérimentale, Patricia conduisait une formation spéciale avec les élèves qui l'accompagneraient. Parmi eux se trouvait Jean, un jeune homme de 19 ans qui, 6 mois auparavant, vivait dans la rue et qui maintenant se distinguait dans la pâtisserie française. « Chef, demanda Jean tout en finalisant un crème brûlée parfaitement caramélisée, comment allons-nous adapter ces techniques françaises à la réalité de Marseille ?» Patricia sourit, ajustant son collier de perles. « C'est là qu'intervient la magie de notre proposition, Jean. Nous utiliserons l'huile d'olive au lieu du beurre français dans certains plats, la farine de pois chiche au lieu de la farine de blé. La technique est universelle, mais la saveur est la nôtre. » Dans une autre salle, Amélie coordonnait la production du matériel didactique avec une équipe d'éducateurs. Sur les murs, des cartes de France marquant les points où les nouveaux centres seraient implantés. Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg. Chaque région a sa propre identité gastronomique, expliquait-elle, pointant vers un mur de photographie. Notre mission est de créer des ponts entre le traditionnel et le contemporain, en gardant toujours le respect comme ingrédient principal. Hélène passait de salle en salle, observant le mouvement avec un mélange de fierté et d'appréhension. Le projet avait grandi au-delà de ses attentes les plus optimistes, mais chaque nouveau pas apportait avec lui la responsabilité de maintenir vivante l'essence du travail. Dans son bureau, une surprise l'attendait. Une lettre d'une dame de 82 ans, Madame Jeanne, qui vendait des confiseries sur la côte bretonne. « Ma petite fille m'a montré la vidéo du projet », disait la lettre, écrite à la main sur papier simple. « Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que ma connaissance des confiseries traditionnelles a une valeur au-delà des rues. » Richard, qui arrivait d'une nouvelle réunion avec des partenaires, trouva sa femme émue, la lettre entre les mains. « Tu sais ce que cela signifie ?» demanda Hélène, montrant le message de Madame Jeanne. « Nous devons créer un programme spécifique pour les maîtres de la cuisine populaire. » L'idée prit rapidement forme. Carlos, qui passait dans le couloir, entendit la conversation et entra dans la pièce enthousiaste. « Comment n'y avons-nous pas pensé avant? Nous pouvons créer une banque de savoirs traditionnels, documenter des recettes qui se perdent. » Le bourdonnement attira Jacques, qui apportait une nouvelle. Son petit restaurant avait été contacté par un important magazine international de gastronomie. Il voulait de faire un article sur la façon dont un établissement simple révolutionnait le concept de formation gastronomique. « Mais j'ai dit que l'article ne pouvait pas être seulement sur moi, » expliqua Jacques, ses yeux brillants. « Il doit parler de tout le mouvement, de la façon dont nous changeons des vies à travers la nourriture. » Dans la cour du centre, un groupe d'artisanes travaillait à la production des colliers qui seraient envoyés au nouveau centre. Chaque pièce était unique, faite avec différents bois représentant la diversité du projet. « Chaque perle a une histoire », expliquait Madame Marie, l'artisane la plus expérimentée. « Nous utilisons des bois récupérés, transformant ce qui serait jeté en symbole de dignité. » Patricia réunit son équipe pour un moment spécial, la création du menu inaugural du centre de Marseille. Chaque plat serait une fusion entre techniques classiques et ingrédients locaux. « Nous allons faire un menu dégustation qui raconte notre histoire », proposa-t-elle, en commençant par une réinterprétation de la bouillabaisse utilisant des techniques d'émulsion françaises, en passant par un ratatouille déconstruite jusqu'à arriver à un dessert qui mélange le crème brûlée avec la calisson d'Aix. Hélène, qui assistait à la discussion, sentit son cœur déborder de fierté. Patricia ne se contentait pas de répliquer un projet, elle créait quelque chose de nouveau, gardant l'essence, mais permettant une croissance organique. À la fin de cet après-midi, une cérémonie improvisée réunit tout le monde dans la cour. Carlos avait amené sa mère, Madame Josette, qui prépara des crêpes spéciales pour l'occasion. Amélie distribua les nouveaux colliers à l'équipe qui partirait pour Marseille. « Chaque perle de ce collier, dit Hélène, sa voix brisée par l'émotion, porte un peu de l'histoire que nous avons commencée ici. Mais il y a aussi de la place pour les nouvelles histoires que vous allez créer. » Jean, l'ancien garçon de la rue maintenant pâtissier, tint son collier avec révérence. « Madame Hélène,
Je promets que nous ferons à Marseille ce que vous avez fait pour nous ici. Donnez une chance à ceux qui n'en ont jamais eu. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés qui rappelaient le feu des fourneaux où tant de vie avait été transformée. Dans l'air, l'arôme des crêpes de Madame Josette se mêlait aux rêves et aux espoirs de tous les présents. Le jour du départ du premier groupe pour Marseille se leva avec une énergie spéciale. Le centre Nouveau Matin était décoré de rubans colorés et l'arôme de café frais se mêlait à l'odeur du pain sortant du four. Hélène arriva tôt, trouvant Patricia déjà dans la cuisine, organisant ses outils personnels. La jeune chef avait passé la nuit à finaliser un carnet spécial de recettes, sa propre contribution au nouveau centre. « Vous savez, Madame Hélène, » dit Patricia, montrant le carnet artisanal, « chaque recette ici a une histoire. J'ai mis non seulement les techniques, mais aussi ce que chaque plat signifie pour nous. » Le carnet était une œuvre d'art. En plus des recettes, il contenait des photos, des histoires d'élèves et de petits sachets avec des échantillons d'épices. Sur la première page, une photo du collier de perles original de Théodora avec une citation qu'Hélène répétait toujours. « La véritable gastronomie nourrit plus que le corps. Elle nourrit la dignité. » Amélie coordonnait la logistique du déménagement avec son efficacité habituelle. Les camionnettes qui emmèneraient l'équipe à l'aéroport étaient déjà garées dans la cour, en train d'être chargées d'équipements et de matériel didactique. « Chaque centre recevra un kit initial », expliquait-elle à Sophie qui était venue pour les adieux. En plus des équipements de base, nous avons inclus des éléments symboliques, un ensemble de colliers artisanaux, un carnet d'histoire du projet et des graines d'herbes aromatiques de notre jardin. Richard surprit tout le monde en arrivant avec une nouveauté. Il avait obtenu que chaque centre ait un petit jardin communautaire. Il ne s'agit pas seulement de cultiver des ingrédients, expliqua-t-il. Il s'agit de comprendre le cycle complet de l'alimentation, de la terre à l'assiette. Carlos, qui serait responsable de la formation des équipes de service des nouveaux centres, réunit son groupe pour les dernières orientations. « Souvenez-vous, dit-il, nous n'enseignons pas seulement aux gens à servir. Nous enseignons à accueillir, à respecter, à transformer des vies. » Jean, rangeant ses outils de pâtisserie, trouva un petit mot plié dans son tablier. C'était un message de Madame Josette. « Mon fils, quand tu feras tes pâtisseries françaises là-bas à Marseille, n'oublie pas de mettre un peu de saveur de chez nous. C'est ce qui fait la différence. » Le jeune pâtissier sourit ému. Dans sa valise, en plus des ustensiles professionnels, il emportait un petit pilon en bois qu'il avait reçu en cadeau de la mère de Carlos, un pont entre le traditionnel et le contemporain. Jacques arriva avec une surprise. Il avait préparé des encas spéciaux pour le voyage, chacun emballé avec un message d'encouragement. « La nourriture n'est pas seulement de la subsistance, » dit-il, distribuant les paquets. « C'est de la mémoire, de l'affection, de la force pour avancer. » Hélène réunit tout le monde pour un dernier moment de réflexion avant le départ. La cour du centre était bondée. En plus de l'équipe qui allait voyager, des dizaines d'élèves, de professeurs et de soutiens étaient venus pour dire au revoir. « Quand nous avons commencé ce projet, dit-elle, touchant son collier, notre rêve était de créer des opportunités pour des personnes qui, comme moi, ont été jugées sur leur apparence. Aujourd'hui, je vois que nous avons créé bien plus que cela. Nous avons créé une famille, un réseau de soutien, un mouvement de transformation. » Patricia prit la parole ensuite. « Chacun de nous emporte non seulement des techniques et des connaissances, mais une mission, prouver que la gastronomie peut être un instrument de changement social, qu'il n'existe pas de lieux ou de personnes plus ou moins dignes de respect. » Amélie distribua les derniers documents, contrats, assurances, contacts d'urgence. Mais avec les papiers officiels, elle remit également un album photo numérique documentant le parcours du projet depuis le début, pour nous rappeler d'où nous venons, expliqua-t-elle, et ne pas perdre l'essence de ce que nous avons construit ici. Le moment du départ arriva. Étreinte serrée, larmes, mal contenues, promesse de rester en contact. Hélène observait tout avec le cœur serré de fierté et de nostalgie anticipée. Richard enlaça sa femme par les épaules, tandis que les camionnettes partaient. « Tu sais ce que ta grand-mère. »« Théodora dirait maintenant, » demanda-t-il doucement. Hélène sourit, les perles de son collier brillant sous le soleil du matin. Elle dirait que tout vol commence par un pas courageux et que les meilleures histoires sont celles qui inspirent d'autres personnes à écrire les leurs. Dans le ciel, un avion traversait l'horizon.
emportant avec lui non seulement des personnes et des équipements, mais des rêves, des espoirs et la certitude que la véritable transformation commence quand nous ouvrons un espace pour que chacun raconte sa propre histoire. Un mois après le départ du premier groupe pour Marseille, le centre Nouveau Matin fourmillait de nouvelles des nouveaux centres. Hélène était en visioconférence avec les équipes des 5 villes, chaque écran montrant des visages souriants, portant les désormais emblématiques colliers de perles. À Lille, rapportait la coordinatrice locale, nous avons découvert une dame de 90 ans qui connaît des techniques ancestrales de préparation du fromage. Nous documentons tout le processus pour l'inclure dans notre banque de savoir traditionnel. Patricia, depuis Marseille, ne tenait plus en place de fierté en montrant ses élèves en action. « Vous devez rencontrer Marie-Claire », dit-elle, tournant la caméra vers une dame d'une 60aine d'années. Elle vendait de la bouillabaisse depuis 40 ans, et maintenant elle révolutionne notre façon de penser la gastronomie provençale. Marie-Claire, timide mais déterminée, montra une réinterprétation de la bouillabaisse qu'elle avait créée avec des techniques françaises apprises au cours. « On ne perd pas la tradition », expliqua-t-elle. « On l'enrichit avec de nouvelles connaissances. » À Lyon, le projet avait établi un partenariat inattendu avec de petits producteurs ruraux de la périphérie. Des jardins communautaires fournissaient des ingrédients frais au centre de formation, créant un cycle durable de production et de consommation. Mais le plus incroyable, racontait Amélie, qui coordonnait l'expansion nationale, c'est comme chaque centre développe sa propre identité sans perdre l'essence du projet. À Strasbourg, un groupe de jeunes issus de l'immigration s'était inscrit au programme. Leurs techniques ancestrales de préparation des aliments étaient incorporées au programme, créant un dialogue unique entre tradition et innovation. Richard, qui suivait la réunion, partagea des chiffres impressionnants. En un mois seulement, plus de 1000 élèves s'étaient inscrits dans les nouveaux centres. Des entreprises locales offraient des partenariats et les gouvernements municipaux manifestaient leur intérêt à reproduire le modèle. Mais le chiffre dont je suis le plus fier, dit-il, c'est 0. 0 cas de discrimination signalé. Dans nos établissements partenaires, le respect devient la règle, non l'exception. À Bordeaux, une histoire particulière attirait l'attention. Une ancienne employée de maison, Madame Séverine, était devenue professeure de pâtisserie traditionnelle. Sa connaissance des cannelés et des macarons était maintenant valorisée autant que les techniques de pâtisserie classique. « Savez-vous ce que Madame Séverine m'a dit ?» Et partagea la coordinatrice locale, que pour la première fois de sa vie, elle ne se sent pas seulement comme une cuisinière, mais comme une maîtresse de savoir. Hélène écoutait chaque récit avec le cœur débordant. Son collier de perles, héritage de Théodora, s'était multiplié en centaines d'autres, chacun portant de nouvelles histoires de transformation. Carlos, qui voyageait entre les centres pour former au service humanisé, rapporta un changement significatif dans le secteur. Les grands restaurants sont en train de revoir leur code de conduite. Le cas du Maison d'Or est devenu un exemple de comment ne pas agir et de comment il est possible de changer. À Marseille, Jean, le jeune pâtissier, avait créé un dessert qui était devenu viral sur les réseaux sociaux. Un croissant fourré à la crème de lavande, utilisant des techniques françaises de fermentation, mais des ingrédients totalement provençaux. « Nous sommes en train de prouver, dit-il, exhibant fièrement sa création à travers la caméra, qu'il n'existe pas de nourriture de riches ou de pauvres. Il existe de la nourriture bien faite, avec respect et amour. » Jacques, qui accompagnait l'expansion comme consultant spécial, remarqua quelque chose d'intéressant. Chaque centre développait naturellement sa propre version du coin du père. Jacques, des espaces où la gastronomie et la transformation sociale marchaient main dans la main. À Lille, raconta-t-il, il y a le coin de Marie. À Marseille, le jardin de Jean. Chacun avec sa propre identité, mais tous avec le même objectif. Si. Réunion se prolongea pendant des heures, chaque centre partageant ses réussites et ses défis. En commun, tous rapportaient comment le projet changeait non seulement la vie des élèves, mais toute la culture gastronomique locale. Sophie, qui participait, en représentant la chaîne hôtelière partenaire, fit une annonce importante. Nous sommes en train de créer une certification spéciale pour les établissements qui adoptent les principes du projet. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de dignité, de respect et de transformation sociale.
À la fin de la visioconférence, Hélène demanda à tous de montrer leurs colliers. Sur l'écran, des dizaines de colliers de perles brillaient, chacun racontant une histoire unique de dépassement et de changement. « Ma grand-mère Théodora, dit-elle émue, avait l'habitude de dire qu'une perle seule n'est qu'un morceau de bois. Mais plusieurs perles ensemble forment quelque chose de plus grand, quelque chose qui unit et transforme. En vous regardant aujourd'hui, je comprends parfaitement ce qu'elle voulait dire. » Le grand salon national de gastronomie approchait, et avec lui l'opportunité de présenter au pays les résultats du projet. Le Centre Nouveau Matin avait été invité à monter un espace spécial où les 5 unités montreraient leur travail. Amélie dirigeait les préparatifs avec son efficacité habituelle. « Chaque centre aura son propre espace », expliquait-elle à l'équipe de montage. « Mais tous seront connectés par un élément commun, une grande installation artistique faite avec des colliers de perles. » L'artiste responsable de l'installation était Lucie, une ancienne élève du projet qui avait découvert son talent pour l'art en décorant des assiettes. Son projet transformerait des centaines de colliers en une structure qui, vue d'en haut, formerait la carte de France. Chaque région sera représentée par des colliers faits avec des bois locaux, expliquait Lucie, montrant les dessins. C'est une façon de montrer comment la diversité nous renforce. De Marseille, Patricia coordonnait la participation de son équipe par visioconférence. Ses élèves avaient préparé un menu spécial qui racontait l'histoire du projet à travers les saveurs. Entrée de bouillabaisse avec technique française, plat principal fusionnant ratatouille avec nouvelle cuisine et dessert mélangeant calisson d'Aix avec pâtisserie classique. Mais le plus important, soulignait-elle, c'est que chaque plat sera servi avec son histoire. Nous voulons que les gens ne mangent pas seulement, mais qu'ils comprennent la transformation derrière chaque saveur. À Lille, l'équipe locale avait développé un projet innovant avec les communautés rurales. Des jeunes fermiers apprenaient des techniques de cuisine contemporaine pour valoriser les fromages artisanaux moins connus. Nous l'appelons « saveur du terroir », racontait la coordinatrice lilloise. Chaque plat raconte l'histoire d'un terroir, d'un peuple, d'une tradition qui mérite d'être préservée. Le groupe de Strasbourg amènerait une présentation spéciale sur l'intégration des techniques culinaires de diverses cultures au menu contemporain. Une jeune femme d'origine algérienne, Yasmine, s'était distinguée en créant des plats qui respectaient les ingrédients traditionnels de sa culture. Avant, disait Yasmine dans une vidéo promotionnelle, nos connaissances étaient vues comme du folklore. Maintenant, elles sont reconnues comme gastronomie ancestrale. Hélène observait les préparatifs avec un mélange de fierté et de responsabilité. Le projet avait grandi au-delà de ses attentes les plus optimistes, mais chaque nouveau pas devait être fait avec le même soin que le premier. Richard arriva avec une autre surprise. Le salon serait retransmis en direct dans tout le pays. « C'est notre chance, dit-il, de montrer que la transformation sociale à travers la gastronomie n'est pas une utopie, c'est une réalité. » Carlos, qui préparait son équipe pour l'accueil du public pendant l'événement, avait développé un protocole spécial. « Chaque visiteur sera reçu comme la seule personne au monde à ce moment-là, » instruisait-il. Exactement comme Madame Josette recevait les clients à son stand de crêpes. Jacques, qui coordonnerait l'espace dédié aux coins répandus à travers la France, préparait une surprise spéciale, un court documentaire montrant comment chaque unité avait adapté le concept à sa réalité locale. À Bordeaux, racontait-il ému, le coin est devenu un centre culturel. En plus de la nourriture, il y a des contes, de la musique, de l'art, tout né de la communauté. Quelques jours avant l'événement, une nouvelle agita encore plus les esprits. Le Maison d'Or, protagoniste involontaire du début de cette histoire, avait demandé un espace au salon. Ils voulaient présenter leur propre processus de transformation. Ils ont invité Patricia à être chef invité pour un jour, raconta Amélie, contenant à peine son sourire. Le même restaurant qu'il a rejeté la reconnaît maintenant comme une référence. La veille du salon, Hélène réunit toutes les équipes par visioconférence pour un moment spécial. Chaque centre avait préparé une perle en bois qui, ensemble, formerait un nouveau collier. Le premier fait en collaboration par toutes les unités. « Ce collier, dit Hélène, montrant la pièce fraîchement assemblée, représente notre union. Chaque perle porte la marque d'une région, d'une histoire, d'une transformation.
Ensemble, elles nous rappellent que la véritable gastronomie ne connaît pas de frontières sociales. Sophie, qui suivait les préparatifs, fit une annonce surprenante. La chaîne hôtelière créait un fonds de bourse d'études internationales. Les meilleurs élèves du projet auraient la chance d'étudier dans des écoles de gastronomie en France, en Italie et au Japon. Mais à une condition, souligna-t-elle. Oh, ils doivent revenir et multiplier la connaissance dans leur centre d'origine. Parce que le véritable succès n'est pas dans le départ, il est dans le retour et la transformation de sa réalité. La nuit tombait sur le centre de congrès, où le salon aurait lieu. Dans le montage final de l'espace, Lucie donnait les dernières retouches à son installation de collier. Vue de loin, l'œuvre semblait pulser de vie propre, chaque perle reflétant les lumières de l'environnement comme de petites étoiles de bois. Le premier jour du Salon national de gastronomie commença avec une énergie contagieuse. L'espace du projet, avec son impressionnante installation de collier formant la carte de France, attirait les regards curieux dès les premières heures du matin. Hélène, portant son collier original de Théodora, accueillait les premiers visiteurs, aux côtés d'Amélie. La jeune femme, qui fut autrefois une serveuse discriminée, coordonnait maintenant une équipe de 50 personnes, toutes portant les colliers qui étaient devenus le symbole de la transformation. Bienvenue à l'espace saveur de la résistance, annonçait Amélie, sa voix portant la fierté de celle qui connaissait chaque détail de l'histoire. Ici, chaque plat a un but, chaque saveur raconte une histoire de dépassement. Les 5 centres avaient monté des stations de dégustation, chacune représentant les particularités de sa région. À Lille, les saveurs du terroir présentaient des fromages artisanaux préparés avec des techniques contemporaines par de jeunes fermiers. Marie-Claire, la vendeuse de bouillabaisse de Marseille, qui maîtrisait maintenant les techniques françaises, dirigeait son stand avec la dignité d'un chef primé. Sa bouillabaisse gastronomique, servie avec une sauce émulsionnée à l'huile d'olive, provoquait des files d'attente et des soupirs d'approbation. Le secret, expliquait-elle aux visiteurs enchantés, ne réside pas seulement dans la technique ou l'ingrédient. Il est dans le respect de l'histoire que chaque aliment porte. Dans l'espace de Strasbourg, Yasmine, la jeune femme d'origine algérienne, présentait des plats qui fusionnaient ses connaissances ancestrales avec la gastronomie contemporaine. Sa crème de semoule aux techniques de la pâtisserie française révolutionnait les concepts. « Chaque plat que je sers, disait-elle, touchant son collier de perles, est une façon de maintenir vivante la mémoire de mon peuple et de montrer que la connaissance traditionnelle est aussi précieuse que n'importe quelle technique moderne. » Richard circulait dans l'événement avec un groupe d'entrepreneurs internationaux. Le projet avait attiré l'attention d'investisseurs sociaux de divers pays, intéressés à reproduire le modèle au-delà des frontières françaises. Le plus impressionnant, expliquait-il, ce ne sont pas seulement les résultats pratiques, mais comment nous avons réussi à créer un mouvement de transformation sociale à travers la gastronomie. Carlos coordonnait l'espace dédié aux services humanisés, où d'anciens élèves démontraient dans la pratique comment le respect et la dignité pouvaient transformer l'expérience gastronomique. Voyez, démontrait-il à un groupe de gestionnaires de restaurants, comment un simple geste d'accueil peut changer complètement la perception du client. Il ne s'agit pas de révérence, il s'agit de reconnaissance. Jacques, dans son espace des coins, exhibait fièrement une carte numérique, montrant tous les établissements inspirés par son modèle. De petits points lumineux éparpillés à travers la France indiquaient chaque lieu où la gastronomie sociale changeait des réalités. Chaque lumière sur cette carte, expliquait-il ému, représente une communauté transformée. Un lieu où la nourriture est plus que de la subsistance, c'est un instrument de changement. Patricia, qui était revenue spécialement de Marseille pour l'événement, se préparait pour son moment le plus difficile. Un dîner spécial au Sunset India, Maison d'Or maintenant en tant que chef invité. Il ne s'agit pas de vengeance ou de démonstration, expliquait-elle aux journalistes qui l'entouraient. Il s'agit de montrer que le talent et la capacité n'ont pas de classe sociale, que l'opportunité est tout ce dont certaines personnes ont besoin pour briller. L'installation artistique de Dizentenses, Lucie devint l'un des points les plus photographiés du salon. Les visiteurs s'arrêtaient pour observer comment chaque collier racontait une histoire différente, mais ensemble, ils formaient une narration unique de transformation. Chaque perle
expliquait l'artiste, a été faite par quelqu'un qui est passé par le projet. Ce sont de petits témoignages de changement qui, unis, forment quelque chose de plus grand. En fin d'après-midi, un moment spécial émut tout le monde. Madame Josette, mère de Carlos, fut invitée pour une démonstration de ses fameuses crêpes. À ses côtés, un chef français renommé apprenait humblement les techniques qu'elle avait développées en décennies de travail au marché. « Tu vois, mon fils ?» dit-elle à Carlos qui assistait fièrement. « Ta mère crêpière enseigne maintenant à un chef français. Le monde fait bien des tours, n'est-ce pas ?» Hélène observait tout avec le cœur débordant. Son collier de perles, cadeau de Théodora, s'était transformé en un symbole national de résistance et de dignité. Chaque personne qui passait par l'espace du projet sortait non seulement avec de nouvelles saveurs, mais avec une nouvelle perspective sur le pouvoir transformateur de la gastronomie. Une jeune journaliste s'approcha d'elle, curieuse à propos du collier original. « Madame Hélène, imaginiez-vous que ce moment de discrimination au restaurant se transformerait en tout cela ?» Hélène sourit, touchant les perles en bois que sa grand-mère avait portées. « Ma grand-mère Théodora disait toujours que les plus grandes transformations commencent dans les moments les plus improbables. L'important est de maintenir sa dignité et de transformer la douleur en force pour changer le monde. » Le deuxième jour du salon apporta des surprises encore plus grandes. Dès le matin, une longue file se forma devant l'espace du projet. La raison, Patricia reviendrait de son dîner triomphal aux Maisons d'Or pour une masterclass spéciale. La jeune chef, qui un jour fut discriminée dans ce même restaurant, avait été protagoniste d'une soirée historique. Son menu, une fusion de haute gastronomie et de saveurs populaires, avait arraché des applaudissements debout aux clients les plus exigeants. « Le moment le plus émouvant, racontait-elle, ajustant son collier de perles, fut quand j'ai servi un dessert inspiré des calissons que ma mère faisait. Voir ces personnes savourer avec révérence quelque chose de si simple et significatif. » Amélie coordonnait la transmission en direct de l'événement pour tout le pays. Sur les écrans répartis dans l'espace, des personnes de différentes villes partageaient leurs propres histoires de transformation à travers la gastronomie. « C'est comme un grand réseau d'affection », expliquait-elle aux spectateurs. Chaque histoire en inspire d'autres. Chaque conquête ouvre la voie à de nouvelles conquêtes. Hélène recevait une visite spéciale, Madame Jeanne, la dame de 82 ans, qui avait écrit la lettre sur ses confiseries de la côte bretonne. Elle était venue spécialement pour l'événement, apportant avec elle des recettes transmises sur des générations. « Ma petite fille m'a dit que je devais être ici, » racontait la dame émue, « que ma connaissance a de la valeur, qu'elle doit être préservée et transmise. » Richard annonçait une nouveauté qui agita encore plus les esprits. Le projet serait le thème d'une série documentaire internationale. Des équipes de tournage suivraient le travail des 5 centres, montrant comment la gastronomie pouvait être un instrument de transformation sociale. Mais le plus important, soulignait-il, c'est que la série sera produite par les élèves, même du projet. Ils raconteront leurs histoires avec leur propre voix. Carlos donnait une conférence émouvante sur sa transformation personnelle. Du maître d'hôtel plein de préjugés à l'éducateur humanisé, son histoire personnifiait l'essence du projet. Le préjugé, expliquait-il, naît souvent de la peur de nos propres origines. Quand j'ai appris à embrasser qui je suis réellement, fils de Madame Josette, vendeuse de crêpes, j'ai découvert ma véritable vocation. Dans l'espace dédié au coin, Jacques recevait une nouvelle extraordinaire. Son modèle de restaurant-école serait implémenté dans des programmes sociaux d'autres pays. Une délégation portugaise planifiait déjà l'ouverture du premier coin européen. La bonne nourriture n'a pas de frontières, disait-il, les yeux embués, et la dignité est un langage universel. Sophie réunit tout le monde pour une annonce spéciale. En plus des bourses d'études internationales, la chaîne hôtelière créait un label de gastronomie inclusive. Les établissements qui adopteraient des pratiques humanisées et offriraient de réelles opportunités de croissance recevraient la certification. Et le plus important, ajouta-t-elle, c'est que le comité d'évaluation sera formé par des personnes qui ont vécu la transformation dans leur chair. Ils savent, mieux que quiconque, ce que signifie une véritable inclusion. Yasmine, la jeune femme de Strasbourg, présentait sa propre surprise. Un livre de recettes qui unissait connaissances ancestrales algériennes avec techniques contemporaines.
Les revenus seraient reversés à des projets de préservation culturelle dans les communautés immigrées. Chaque recette dans ce livre, expliquait-elle, est un morceau de l'histoire de mon peuple. Et maintenant, cette histoire sera racontée avec le respect qu'elle mérite. Marie-Claire, qui ne cessait de recevoir des éloges pour sa bouillabaisse gastronomique, fit un discours improvisé qui émut tout le monde. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour une femme qui a passé sa vie à être appelée la Marseillaise, d'être reconnue comme chef. C'est plus qu'un titre, c'est la reconnaissance de notre dignité. À la fin de la journée, Hélène réunit toutes les équipes pour un moment spécial. Chaque centre avait apporté un ingrédient typique de sa région. Ensemble, ils prépareraient un plat unique, symbolisant l'union que le projet représentait. Ce plat, dit-elle, tandis que tous travaillaient en harmonie, est comme notre projet. Chaque ingrédient a son histoire, sa valeur. Ensemble, ils créent quelque chose de nouveau, sans perdre leurs essences individuelles. Lucie, observant la scène, eut une inspiration. Elle commença à esquisser une nouvelle installation. Les colliers de perles se transformeraient en un grand arbre dont les fruits seraient faits avec des ingrédients typiques de chaque région. Parce que c'est ce que fait le projet, expliqua-t-elle, montrant le dessin. Il plante des graines de dignité qui donnent des fruits de transformation. Le soleil se couchait à l'horizon quand Hélène trouva un moment de tranquillité. Assise dans un coin de l'espace, elle observait le mouvement avec le cœur débordant. Son collier de perles, héritage de Théodora, semblait plus vivant que jamais. Le dernier jour du Salon national de gastronomie se leva avec une atmosphère spéciale. L'espace du projet, qui était devenu le cœur de l'événement, se préparait pour un moment historique. Le lancement officiel du mouvement Perles qui raconte, une initiative qui transformerait le projet en une politique publique nationale. Hélène arriva tôt, trouvant une surprise émouvante. Au centre de l'espace, Lucie avait travaillé toute la nuit pour modifier son installation. Les colliers formaient maintenant une spirale ascendante, chaque perle représentant une histoire de transformation. Chaque fois que quelqu'un nous raconte une nouvelle histoire, expliquait l'artiste, j'ajoute une nouvelle perle. C'est une œuvre vivante, en constante croissance, comme le projet lui-même. Amélie coordonnait les derniers préparatifs pour la cérémonie de clôture. Les équipes des 5 centres avaient préparé une présentation spéciale, un dîner collaboratif où chaque plat raconterait l'histoire du projet à travers les saveurs. Nous commençons avec une mise en bouche de Madame Josette, expliquait-elle, montrant le menu. Crêpes en 3 textures, représentant comment la tradition peut se réinventer sans perdre son essence. Patricia, qui était devenue un symbole national de dépassement de soi, se préparait à présenter le plat principal, une réinterprétation de plats populaires utilisant des techniques de la haute gastronomie. Il ne s'agit pas de transformer une nourriture simple en quelque chose de sophistiqué, expliquait-elle aux journalistes. Il s'agit de montrer que toute nourriture mérite le respect, toute connaissance a de la valeur. Richard arriva apportant une nouvelle surprise. Des universités de gastronomie de tout le pays s'étaient unies pour créer un nouveau cursus. Gastronomie sociale et transformatrice serait une formation centrée sur les principes développés par le projet. Et le meilleur, annonça-t-il, c'est que 50% des places seront réservées à des élèves à faible revenu avec des bourses intégrales. Carlos, qui finalisait son atelier sur le service humanisé, recevait une nouvelle émouvante. Son manuel Hospitalité et dignité serait publié en 5 langues, portant la méthodologie du projet vers d'autres pays. « Je dédie ce livre à ma mère, dit-il, ému. Madame Josette, qui m'a enseigné que le véritable luxe réside dans la façon dont nous traitons les gens. » Jacques réunissait les représentants des coins, éparpillés à travers la France, pour un moment spécial. Chaque établissement avait développé sa propre identité, mais tous maintenaient le principe fondamental, la gastronomie comme instrument de transformation sociale. « Regardez, disait-il, pointant vers une carte numérique. Nous avons commencé avec un petit restaurant et maintenant nous sommes un réseau d'espoir. » Sophie présentait les premiers établissements certifiés avec le label de gastronomie inclusive. Parmi eux, à la surprise de beaucoup, se trouvait le Maison d'Or, complètement transformé après son expérience avec le projet. Il ne suffit pas de changer les menus, expliquait le nouveau maître d'hôtel du restaurant. Nous devons changer les mentalités, créer des environnements véritablement accueillants.
Marie-Claire, la vendeuse de bouillabaisse devenue chef respectée, donnait une masterclass sur l'importance des savoirs traditionnels. À ses côtés, des chefs renommés prenaient des notes, apprenant des techniques transmises sur des générations. Chaque épice a une histoire, enseignait-elle. Chaque méthode de préparation porte la sagesse de nos ancêtres. Yasmine présentait le résultat d'un projet spécial, un documentaire sur la gastronomie multiculturelle contemporaine, montrant comment les jeunes issus de l'immigration redonnaient sens à leur tradition culinaire. Nous ne voulons pas seulement préserver, expliquait-elle, nous voulons montrer que notre culture est vivante, dynamique, capable de dialoguer avec le présent. Madame Jeanne, la confiseuse de 82 ans, était honorée comme maîtresse des savoirs. Sa connaissance, autrefois limitée au bord de mer, serait maintenant documentée et enseignée dans les nouvelles écoles du projet. « Je n'aurais jamais pensé, disait-elle émue, que mes vieilles mains avaient encore tant à enseigner. » En fin d'après-midi, Hélène réunit tout le monde pour un rituel spécial. Chaque participant reçut une perle en bois et fut invité à partager une histoire de transformation. Les perles seraient unies en un nouveau collier, symbolisant la continuité du projet. Chaque perle, expliqua Hélène, est une graine de changement. Et comme ma grand-mère Théodora disait toujours, les graines plantées avec amour trouvent toujours un sol fertile pour grandir. Richard observait sa femme avec admiration. Le projet né d'un moment de discrimination s'était transformé en un mouvement national de dignité et de transformation sociale. « Tu sais, dit-il doucement, ta grand-mère serait fière. Tu n'as pas seulement préservé son héritage, tu l'as multiplié par 1000. » Le soleil se couchait quand Lucie fit un dernier ajustement à son installation. Au sommet de la spirale de collier, elle ajouta une unique perle dorée, brillant sous les lumières de l'espace. « Celle-ci, expliqua-t-elle, représente toutes les histoires qui sont encore à venir. Parce que maintenant nous savons que la transformation génère la transformation. » Un an après le Salon national de gastronomie, Hélène se trouvait à nouveau dans son bureau au Centre Nouveau Matin. L'espace s'était agrandi, occupant maintenant un bâtiment entier, mais conservait la même essence accueillante des premiers jours. Sur les murs, en plus des photographies des élèves, il y avait des coupures de journaux et de magazines racontant l'histoire du projet. Le mouvement Perle qui raconte s'était répandu dans tout le pays, transformant des vies et révolutionnant le paysage gastronomique français. Amélie entra dans la pièce portant un rapport spécial. Le projet était maintenant présent dans 50 villes, avec plus de 10 000 élèves formés. Mais ce n'était pas seulement des chiffres, c'était des histoires de transformation. « Regardez, Madame Hélène, dit-elle, montrant une vidéo sur sa tablette. Patricia vient d'inaugurer son propre restaurant à Marseille. Et devinez, quoi? C'est dans le même quartier où elle a commencé à vendre des sandwichs dans la rue. Le restaurant de Patricia, saveur de mémoire, était devenu un phénomène. Mélangeant techniques raffinées et saveurs populaires, elle avait créé un espace où la gastronomie était véritablement démocratique. Le plus beau, continua Amélie, c'est qu'elle a maintenu des prix accessibles et offre également une formation professionnelle aux jeunes de la communauté. Richard arriva avec d'autres nouvelles encourageantes. Le programme de bourses internationales avait déjà envoyé 100 élèves étudier à l'étranger. Tous étaient revenus et multipliaient maintenant leurs connaissances dans les centres de formation. Et il y a plus, annonça-t-il en embrassant Hélène. Le projet a été sélectionné pour représenter la France dans un forum international sur l'innovation sociale. Carlos, qui partageait son temps entre les divers centres comme consultant en humanisation, partagea sa propre nouveauté. Son livre était devenu une référence dans les écoles d'hôtellerie du monde entier. « Mais savez-vous quel est le chapitre le plus lu ?» dit-il en souriant. « Celui qui raconte l'histoire de ma mère, Madame Josette, et comment elle m'a enseigné le véritable sens de la dignité. » Jacques apparut pour sa visite mensuelle au centre. Son coin original s'était transformé en un réseau de restaurants-écoles, chacun conservant le caractère familial et accueillant qu'il avait rendu spécial. Mais le plus important, tenait-il à souligner, c'est que chaque coin est unique, avec sa propre identité et histoire. Sophie, qui restait une partenaire fondamentale du projet, apporta une étude révélatrice. Les établissements avec le label de gastronomie inclusive enregistraient une plus grande satisfaction des clients et un moindre roulement du personnel.
Nous avons découvert, expliquait-elle, que le respect et la dignité ne sont pas seulement des valeurs humaines, ce sont d'excellentes pratiques commerciales. Dans la cour du centre, Lucie donnait les dernières retouches à sa nouvelle œuvre, un arbre de collier qui serait reproduit dans tous les centres du projet. Chaque unité ajouterait ses propres perles, créant un réseau vivant d'histoire. L'art est comme la gastronomie, philosophait-elle. Il faut de la technique, oui, mais surtout, il faut avoir de l'âme. Hélène toucha son collier de perles, maintenant accompagnée d'autres qu'elle avait reçus au cours du voyage. Chacun racontait une partie de l'histoire. Chaque perle gardait un souvenir spécial. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit-elle à Richard. « Voir comment une simple histoire de discrimination s'est transformée en un mouvement de libération et de dignité. » En fin d'après-midi, Hélène réunit toute l'équipe pour un moment spécial. Il était temps de passer le collier original de Théodora à la prochaine gardienne. « Ce collier, expliqua-t-elle, n'est pas un bijou de famille ordinaire. C'est un symbole de résistance, de transformation, de dignité. Et maintenant, il est temps qu'il poursuive son voyage. » À la surprise de tous, Hélène appela Amélie à l'avant. La jeune femme qui avait commencé comme serveuse discriminée était devenue une leader naturelle, incarnant parfaitement les valeurs du projet. « Amélie, dit Hélène, plaçant le collier autour du cou de la jeune femme, tu ne reçois pas seulement un collier de perles, tu reçois la responsabilité de maintenir vivante cette histoire de transformation. » Les larmes aux yeux, Amélie étreignit Hélène. À ce moment, ce n'étaient pas seulement deux femmes qui s'embrassaient. C'étaient deux générations de combattantes, unies par le même objectif. « Madame Hélène, chuchota Amélie, je promets que chaque perle de ce collier continuera à raconter des histoires de dignité et de transformation. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés qui rappelaient le feu des fourneaux où tant de vies avaient été transformées. Dans la cour du centre, nouveaux et anciens élèves se réunissaient pour un autre cours. Et ainsi l'héritage de Théodora restait vivant,